Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Dans les collisions électrons-positrons, nous avons négligé la force de Coulomb, c'est-à-dire la force électrostatique qui agit entre l'électron et le positron. Puisqu'ils ont une charge électrique, ils peuvent s'attirer. Ils peuvent donc se lier, exactement comme pour un atome d'hydrogène, où on a un proton ayant une charge positive et un électron ayant une charge négative qui sont liés. Le positron et l'électron, ayant les mêmes charges, peuvent se lier exactement de la même manière. Il y a tout de même deux différences. D'une part, le positron est beaucoup plus léger qu'un proton, ce qui ne donne qu'une différence quantitative facile à adapter. Et d'autre part, il y a l'annihilation entre électron et positron, qui fait que l'état lié est instable. Cet état lié est appelé le positronium, et il peut exister dans deux états, le parapositronium et l'orthopositronium, selon qu'on a des états de spin singulé ou triplet. Et cela induit une différence de parité. Notons que, vu que la liaison est tout à fait semblable à celle de l'atome d'hydrogène, ce que l'on connaît de la physique de l'atome d'hydrogène peut s'appliquer au moins pour la liaison, pour l'état lié. On peut aussi étendre les résultats précédents que nous avons vus sur les collisions électrons-positrons, car le processus d'annihilation, expérimentalement, est très lent. Bon, là, on ne parle pas en heures, c'est des millisecondes, mais très lent, ce qui fait que lent à l'échelle atomique, et donc la largeur en énergie est très petite par rapport à l'énergie de liaison. Cela justifie un traitement en deux étapes. D'une part, on néglige l'annihilation. On considère juste un état lié. On fait le calcul de cette liaison. Puis en deuxième étape, on néglige le fait que c'est lié et on calcule l'annihilation. Électron-positron, de la même manière comme pour les collisions que nous avons vues. À l'ordre zéro, l'électron et le positron sont décrits par une fonction d'onde, comme pour l'hydrogène, une fonction d'onde non relativiste et isotrope, c'est-à-dire l'état de base, l'état S, comme dans l'hydrogène. La fonction d'onde prend donc la forme psi de R est égal à 1 sur pi à cube exposant à demi fois E exposant moins RA. R sur A. C'est la fonction d'onde dans l'état S d'un électron, ou ici de la paire électron-positron. Et c'est égal à la transformée de Fourier de dq sur 2pi cube fois E exposant IQR, R c'est le rayon évidemment, fois psi tilde de Q, c'est-à-dire la transformée de Fourier. C'est encore égal, on peut calculer cette transformée, c'est donc la même intégrale, et psi Q est donnée par 8 pi à carré exposant à demi divisé par 8 pi à cube, 8 pi à cube exposant à demi divisé par 1 plus a carré q carré au carré. Donc 1 plus a carré q carré au carré. A, c'est le double du rayon de bord de l'atome d'hydrogène. Tout simplement parce que la masse réduite ici est la masse de l'électron divisé par 2. Parce que dans le cas de l'atome d'hydrogène, on calcule l'électron, en fonction d'onde,
dans le centre de masse, mais le proton étant très massif, ça implique une toute petite correction à la masse de l'électron. La masse réduite est pratiquement égale. Ici, le positron et l'électron ayant les mêmes masses, la masse réduite est la moitié. Donc A, c'est 2 fois A0, le rayon de bord, c'est-à-dire 2 divisé par M alpha. Les impulsions des électrons et des positrons sont de l'ordre de 1 sur alpha, c'est-à-dire environ alpha m divisé par 2, et c'est très petit par rapport à la masse, donc à l'énergie propre. Et donc l'annihilation peut être calculée comme une approximation au premier ordre, comme si les particules étaient au repos. Donc on a un état décrit par la fonction d'ordre, et comme si les particules étaient au repos, et pouf, elles s'annihilent. Donc la seconde étape est le calcul de la largeur des états singulets et triplets pour des particules libres au repos. Et l'état singulier, à cause de sa parité, et comme le montre la conjugaison de charge, doit se désintégrer en un nombre pair de photons. Donc le résultat que nous avons vu de l'annihilation, la collision qui donne 2 photons, le résultat qu'on a vu est utilisable en multipliant par 4, parce qu'on faisait des moyennes sur les états de polarisation, alors qu'ici on a un état singulier, c'est-à-dire que l'état de spin est donné. Donc on ne fait pas les sommes et il faut multiplier le tout par 4. On doit revoir le raisonnement sur le lien qui existe entre la section efficace et la probabilité de transition par unité de temps. Parce que la situation est différente. On n'a pas 2 particules qui arrivent avec des flux de particules, mais un état avec un électron et un positron au repos, considéré comme tel. Le temps de transition est noté T singulier, moins 1, exposant moins 1, l'inverse du temps. Et donc, on va multiplier aussi 4 sigma, puisqu'on prend 4 fois la valeur, par un facteur de normalisation construit comme suit. On substitue au facteur de flux, donc le facteur de flux c'était m carré fois P1, P2 au carré, moins M4, exposant moins 1,5. C'est-à-dire égal à M sur P2, grandeur de P2, fois qui est environ égal lorsque P2 tend vers 0, puisqu'on parle ici du repos, qui est environ égal à V2 moins 1, c'est-à-dire l'inverse de la vitesse de la particule. Et donc on lui substitue un poids d cube Q sur 2 pi cube fois psi tilt de Q, et on prend la valeur au carré, c'est-à-dire la probabilité, la densité de probabilité, qui est égale à psi 0 au carré, et qui est égale à 1 sur pi à q. On peut le voir à partir de là. On retrouve facilement ce résultat en répétant toute l'analyse qui avait été faite pour les sections efficaces, les flux, etc. En répétant tout ce raisonnement, on arrive à ce facteur
à mettre dans la section efficace. Et donc, T singulier moins 1 est égal à 1 sur pi à cube, ce facteur, fois la limite quand l'énergie du positron E2 tend vers l'énergie propre, mc carré, le C pour égal à 1, et la vitesse V2 tend vers 0. Limite de 4V2 fois sigma. On le calcule facilement à partir de l'expression de la section efficace que nous avons vue, et c'est 1 sur pi à cube fois 4 pi r0 carré, ou encore m alpha 5 demi. En effet, le rapport entre cet inverse d'un temps et l'énergie de liaison est de l'ordre de m alpha carré sur 4, et qui est de l'ordre de alpha carré, c'est-à-dire 10 moins 6, ce qui justifie ce calcul. Ce calcul peut être vu comme donnant la probabilité de désintégration par unité de temps en fonction de l'élément de matrice de transition. C'est-à-dire que tout moins 1 est égal à 5 quarts, la somme, je vais avec mon 5 quarts, la somme sur sur F, somme sur F de 2 pi 4 fois delta PF0 moins M carré, moins 2M, fois delta cube PF fois la probabilité de transition F, l'état final, la matrice de transition tau et la position, la situation initiale E1 E+, au carré. C'est donc la somme des probabilités, la somme de toutes les probabilités pour toutes les situations finales, avec bien sûr les fonctions de conservation. Alors pourquoi donner cette relation? Parce que nous avons calculé le temps de demi-vie. Oui, on l'a calculé pour le parapositronium, qui donne 2 photons. Mais leur temps positronium, pour des raisons de parité, se désintègre en un nombre impair de photons. Et il ne peut pas se désintégrer en un seul photon, parce qu'on vérifie facilement qu'avec un seul photon, donc électron-positron donnant un seul photon, on ne peut pas avoir à la fois la conservation de l'impulsion et de l'énergie. Il faut donc au moins 3 photons. Donc, le temps positronium va se désintégrer en 3 photons. Et donc, on va devoir cette fois-ci utiliser cette formule-là, calculer les formules de réduction, etc. Et ça, nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.